Aujourd'hui, on joue dans Excel puis on regarde c'est quoi que ça fait quand on modifie des données au niveau du calcul du rendement dans un PFI. Quand on change, par exemple, le taux de financement, si on passe de 5 à 6 à 7 c'est quoi l'impact sur la stratégie? Si on ne peut pas utiliser un CDC inutilisé pour X, Y raison, c'est quoi que ça fait? Si on ne peut pas déduire une partie de la prime, qu'est-ce que ça fait? Fait que, bref, on regarde si, selon l'évolution des données, est-ce que ça marche pareil? C'est quelle variable qui est plus importante que d'autres? Fait que je fais un petit rappel parce que c'est une vidéo que j'avais déjà fait, puis c'est le même cas. Là. On parle d'un homme de 55 ans, paye 100 000 par année pendant 10 ans. Après 10 ans, on met le contrat en congé de prime. On décide de faire un plan de financement immédiat dans cette situation-là. Okay? Les hypothèses de base, le taux de financement du prêt il est à 5 %. Taux de déduction des intérêts à 50,17 %. On prend une utilisation de la déduction à 21,2 qui est la déduction du moindre du coût net d'assurance pure ou de la prime selon un ratio. Puis on prend aussi 100 % de la valeur du CDC inutilisé. Fait que c'est toutes ces variables-là qu'on peut venir jouer. Fait que là, en ce moment, je vous le dirais, dossier parfait parce que le financement il est à 5 %. Est-ce que ça va rester, mettons, en moyenne à 5 % tout le temps? Peut-être pas si les taux d'intérêt augmentent, le taux de la marge de crédit, vu que c'est plugué directement sur le taux directeur, bien, ça va monter. 5 % forever, est-ce que ça fait du sens de juste considérer ça? Non. Fait que je vais vous montrer c'est quoi que ça fait comme changement. Mais là, présentement, toutes les données sont parfaites. Fait que là, je vous montre le résultat avec les variables qui sont parfaites. J'arrive à un taux de rendement net à 90 ans au niveau de la succession de 9,06 %. Ça me donne un coût moyen annuel de 18 000 $. Si on le rappelle, le coût annuel moyen, fait que tous mes intérêts que je paye annuellement, moins la valeur des déductions fiscales, je fais la moyenne de ça jusqu'à 100 ans, puis c'est 18 000 $ par année. Fait que c'est comme, grosso modo, si la compagnie de gestion payait en moyenne 18 000 $ par année. Je prends ces données-là, puis je compare ça avec la valeur nette successorale à la fin. Je fais un calcul de taux de rendement interne dans mon fichier Excel directement. Ça me donne un taux de rendement interne net à la succession de 9,06. Si je compare ça avec l'assurance vie sans financement sans PFI, sans plan de financement immédiat, on est à 4,59. Fait qu'on est au double. On est littéralement le double de rendement pour la succession. OK? Je prends, mettons, mon taux de financement. Au lieu d'être à 5 %, je le mets à 6 partout. Je vais avoir les résultats. Mon taux pour l'assurance vie sans financement ne change pas parce qu'on s'en fout, il n'y a pas de financement. Par contre, ici, on est passé de 9 à 8. C'est ça la différence. On est passé de 9 à 8. On est comme, c'est quand même plus. OK? Si je m'en vais puis je mets ça à 8 % tout le temps, qu'est-ce que ça fait comme effet? Je suis rendu à 6,46. Voyez-vous, plus le taux de financement est cher, moins le financement indirect d'une police d'assurance vie va être rentable. C'est normal, ça coûte plus cher. Tu sais, tantôt, on avait un coût moyen annuel de 18 000, maintenant, il est rendu à 31 000. Si je remets le taux d'intérêt à 5, bien là, la variable que je vais changer, ça va être mon taux de déduction des intérêts. Est-ce que je suis capable, moi, à chaque année, de déduire mes intérêts à 50,17 %? On va voir. Mettons que je prends mon 50,17 % puis je le mets à 26,5. Pourquoi 26,5? Mais ça, c'est le taux d'imposition sur les revenus actifs en haut du 500 000 $ de plafond des affaires. Puis mettons que c'est cette valeur de déduction-là que je peux faire parce que gestion fait des avances à opérante, whatever. OK? Fait que roughly, là, c'est 2 fois moins de valeur de déduction des intérêts. Qu'est-ce que ça me donne? On se rappelle, quand j'étais à 50 % de taux de déduction des intérêts, j'étais à 9 % de taux de rendement interne net pour la succession. Si j'étais à 26 % de taux de déduction des intérêts, j'étais à combien de taux de rendement interne net pour la succession? Je suis rendu à 6,91. J'ai quand même pris une drop de 2,10 % à peu près, là, net d'impôt annuel pendant plusieurs années. Mais c'est quand même encore pas pire dans cette situation-là. Si on se rappelle, ça, c'est si le contrat performe bien selon le scénario principal. Si on est au scénario -1, bien, c'est sûr que ça ne sera pas 6,9, ça va peut-être être 5 ou 4. Mais ici, je ne veux pas nécessairement qu'on s'attarde sur les chiffres en absolu, mais plutôt sur la différence entre le chiffre parfait et l'effet que ça a quand on vient modifier une variable. Fait qu'ici, l'effet que ça a quand on vient modifier le taux de déduction des intérêts, bien, on le voit déjà, là, la valeur du taux de déduction des intérêts, ça vaut plus cher. Être capable de déduire à 50 %, ça vaut plus cher que d'être capable d'avoir un financement absolument à 5 %. Comprenez? Fait que nerf de la guerre, être capable de déduire les intérêts au taux le plus élevé possible. Je vais même faire de quoi d'exagérer, là, je vais mettre 0. Je suis pas capable de déduire mes intérêts. Je donne un exemple. Mettons, on a quelqu'un en immobilier, dans la compagnie de gestion immobilière, whatever, c'est une compagnie qui détient de l'immobilier, puis que les primes sont toujours payées directement avec l'argent emprunté au lieu de faire une mise à part de l'argent de la bonne manière. Mais là, j'emprunte pour payer une prime d'assurance directement. Je ne peux pas déduire mes intérêts. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la stratégie? On est à 5,18 versus 4,59. On est proche, mais on a engagé des frais de mise en place de financement. On a une hypothèque sur le contrat. Fait qu'on rajoute un certain niveau de risque. Le dossier est plus compliqué. On a quand même un peu de frais comptables plus élevés annuels parce que le comptable doit comptabiliser la police d'assurance vie, etc. Fait que dossier plus compliqué, mais pour un rendement à peine
peine plus élevé. Fait que si on peut pas déduire dans cette situation-là, je serais comme, ça vaut-il la peine? Pas vraiment. Fait que je retourne ici. Je dis parfait, je remets ma déduction des intérêts à 50,7. On va aller voir d'autres variables qui pourraient influencer la stratégie. C'est le pourcentage d'utilisation de la déduction à 21,2. Là, ça veut dire quoi? Quand on respecte les critères, c'est-à-dire l'emprunt qu'on fait après avoir payé la prime. Fait qu'on paye, mettons, 100 000, on a une marge de crédit adossée au contrat d'assurance vie. Mais si le contrat, dans le contrat de prêt de la banque, c'est écrit qu'ils exigent la police d'assurance vie en garantie, les intérêts sur le prêt sont par ailleurs déductibles, que le prêteur, grosso modo, c'est pas un prêteur privé, etc. On respecte toutes les conditions. Mais l'alinéa 21.2 de la loi de l'impôt sur le revenu dit que le moindre du coût net d'assurance pure et de la prime en proportion du capital d'essai est déductible. En gros, une partie de la prime est déductible. Là, je me dis, parfait, est-ce qu'on a le droit à ça? Dans mon exemple ici, je présume qu'on a le droit à ça. Parce que si le dossier est bien monté, on va y avoir le droit. Puis si on y a droit, on est à 9 de taux de rendement interne au décès. Mais supposons que pour différentes raisons, on n'y a pas le droit. Qu'est-ce que ça fait au décès? On est à 8,27. Donc, dans ce dossier-là, ça veut dire qu'à date, la variable d'avoir le droit à la déduction d'une partie de la prime, oui, oui, c'est important, mais c'est ça qui vaut moins cher. Tu sais, à date, en ordre, ce qu'on voit, c'est que le plus important, c'est d'être capable de déduire les intérêts. Après ça, c'est le taux de la marge de crédit. Après ça, c'est être en mesure de déduire une partie de la prime. Quatrièmement, ce qu'on peut venir faire, ce qu'on peut venir dire, parfait. Là, présentement, dans la loi de l'impôt sur le revenu, il n'y a rien qui est Comment c'est fait? Ben, j'ai un plein crédit au CDC. Mais mettons que ça change. Qu'est-ce que ça fait? Je mets ça à 0. Au lieu d'être à 9 de taux de rendement pour la succession, je tombe quand même à 8,34. Parce que j'ai un crédit au CDC de 2,9 millions au lieu d'avoir un crédit au CDC de 3,9 millions. C'est quand même presque le double du contrat sans plan de financement immédiat. Donc, ça vaut quand même la peine. Et là, juste pour terminer, là, j'aimerais ça peut-être mélanger 2-3 variables ensemble. Si, par exemple, au lieu de financer à 5 j'ai un taux de financement moyen de 6 et que mon taux de déduction des intérêts n'est pas à 50,7, il est à 26,5 par exemple, qu'est-ce que ça me donne? Mais je passe de 9 de taux de rendement interne pour la succession à 5,8. On commence à se rapprocher du taux de rendement interne sans plan de financement immédiat. Et si jamais je ne suis pas capable du tout de déduire mes intérêts, puis que finalement, mon financement, sur toute la durée du prêt, me coûte roughly 6 d'intérêt, j'étais à combien? J'étais à 4,14. Là, je viens de tomber en dessous de mon rendement sans financement, mais mon dossier est quand même plus compliqué parce que je rajoute d'autres parties impliquées, puis je rajoute même un peu plus de frais comptables. Bref, le dossier est plus compliqué, mais j'ai moins de performance au décès. Fait que, tu sais, dans une situation où on aurait un financement à 6 puis qu'on ne serait pas capable de déduire les intérêts, on fait bas. Par contre, si on est à 50,7 de déduction taux d'intérêt, même si mon financement est à 6, ben là, on remonte à 8 de taux de rendement interne pour la succession. Fait que, tu sais, la morale de cette histoire, du moins dans ce dossier-là, puis pour vrai, c'est souvent le cas, là, le plus important, c'est ça ici, là, la déduction des intérêts. On est-tu capable de déduire? Puis pour vrai, si la première année, on peut pas déduire, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, sur la durée du plan, il faut que la plupart des années, on soit capable de déduire, puis au plus haut taux possible. Ça, comment qu'on fait pour savoir ça? Consulte les états financiers, on consulte la T2 de la société, on jase avec le comptable, on regarde les projets. Il va-t-il avoir des entrées de fonds futures? Y a-t-il des dividendes qui vont rentrer dans la société de gestion qui vont créer plus de placements, qu'on va pouvoir faire plus de revenus imposables pour déduire les intérêts. Bref, c'est compliqué, mais ça se contrôle quand même, cette variable-là, puis on peut avoir une réponse. On peut le voir si on peut déduire à 50,17 Si on ne peut pas déduire à 50,17 tout de suite parce que, par exemple, on a un solde de perte haute en capital qu'on peut venir reporter, ben, on peut dire qu'on a une déduction moyenne estimée, mettons, à 40 puis on est quand même capable d'aller voir si ça vaut la peine aussi. Puis là, bon, on est à 7 ça vaut la peine quand même. Fait que, bref, c'est du sur-mesure. C'est pas supposé être quelque chose qui se fait sur une coin d'une table en 1 minute. Il faut analyser les dossiers. Pas mal ça. Puis sérieusement, si vous voulez qu'on regarde des cas ensemble, que vous soyez conseiller, que vous soyez vous-même client, vous êtes fait présenter ce genre de truc-là, puis vous voulez qu'on regarde votre dossier, puis qu'on rentre les maths, puis qu'on voit si ça vaut la peine pour vous, on peut jaser. Ça me fait plaisir. Bonne journée.